à défaut de faire une synthèse, de faire un petit choix, un morceau choisi des bonnes phrases de nos intervenants. Voilà l'exercice auquel je vous convie pour quand même essayer d'avoir notre fil rouge. Donc, c'est pas moi qui parle, ce sont les intervenants. Et j'essaierai, en bon journaliste, de ne pas faire de commentaires et de m'en tenir aux faits, c'est-à-dire à la parole dite par d'autres. Et quand je ferai un commentaire, je le dirai. Voilà. Donc, si vous voulez bien, je vais me livrer à ce petit exercice. Je vais simplement mettre mes lunettes parce que la transparence, vous savez, c'est parfois aussi se servir de quelques supports qui permettent d'y voir plus clair. Voilà, c'est fait. Alors, on a commencé, vous le savez, avec Alain Bucaille. Quelques idées d'Alain Bucaille. Une idée vaut un fait. La représentation est aussi importante que le fait. Le vocabulaire signifie la personne autant que les idées. Donc il y a le contenu et il y a le contenant. Il n'y a pas à distinguer la communication et la réalité, car la communication fait partie de la réalité. Je ne sais pas ce qu'est la transparence. Je sais ce qu'est une sincérité, un courage, une générosité, des débats, des discussions, mais je ne sais pas ce qu'est la transparence. Et puis finalement, l'essentiel, n'est-il pas d'émouvoir ? Le langage n'a-t-il pas d'abord une fonction d'émotion ? Alors naturellement, comme c'est un spécialiste de la poésie, vous comprendrez que là, c'est plus explicite. Et on passe à notre chef d'orchestre, Pierre Cao, qui je crois nous a tous passionnés, et qui dit « Ce qui unit dans l'extrême différenciation des musiciens, qui souvent ne parlent pas la même langue, c'est l'existence d'un code. La notation musicale au cas particulier. Il y a bien longtemps aussi que le langage n'est pas seulement verbal. D'ailleurs, on a peu parlé, c'est un de mes regrets dans ce séminaire, de tout le langage non verbal. La danse. Alors, le chef d'orchestre en a un peu parlé, en disant que, évidemment, la gestuelle du chef d'orchestre, et notamment le rôle de ses mains, vous vous souvenez, la petite séquence qu'il a faite là-dessus était très importante. Mais chacun sait l'importance du non-verbal. Quelquefois, les mots n'ont qu'un sens. Si vous dites à quelqu'un des doux-riens, comme on dit, les mots n'ont qu'une importance. Tout est dans l'attitude et dans le regard et finalement dans le non-verbal. Et pourtant, c'est parfois des messages plus forts que d'autres. Ça, c'est un commentaire. Pour Gérard Pavie, il est là, je vais être prudent, les symboles sont plus réels que ce qu'ils signifient. Et puis, s'agissant, parce qu'on est des managers, du rapport avec les collaborateurs, il nous dit, Gérard, le collaborateur a d'abord besoin d'écoute. Donc, au fond, le manager ne doit pas toujours chercher à répondre, car dans la plainte de son collaborateur, il faut d'abord entendre le renoncement à une partie de son désir. Pour notre linguiste qui personnellement m'a beaucoup époustouflé, je dois le dire, Dardo Mario De Vecchi, alors beaucoup de choses. Mais là aussi, je sélectionne évidemment très, très, très vite. En linguistique, la notion de transparence est peu utilisée, sauf quelquefois pour le passage d'une langue à l'autre. Et puis, il nous ramène à l'étymologie de la transparence, c'est-à-dire être visible à travers. Le langage, et là il rejoint le musicien, ce sont des signes organisés pour véhiculer du contenu, ces signes reposant toujours sur une convention. Notation musicale. Entre le signifié et le signifiant, il y a une énorme différence. La langue, ça c'est très important, la langue formate la pensée. Et donc chaque entreprise, avec son langage propre, va formater son propre réel. Le réel de l'entreprise passe par le langage qu'elle se donne. Dans la langue de bois, ce qui est spécifique, c'est qu'il n'y a pas d'information.
Pour Claude Boccara, notre physicien, excusez-moi, j'ai retenu peu de choses, tant malgré son côté didactique, c'était difficile. Néanmoins, il nous explique qu'il y a le milieu diffusant et les milieux absorbants, et que la transparence va être affectée évidemment selon qu'on est un milieu diffusant ou un milieu absorbant. Je vous laisse faire toutes les transpositions que vous voulez dans le monde des organisations. Pour Jacqueline, qui est encore ici, notre journaliste, là aussi beaucoup de choses, j'ai retenu beaucoup de choses. Il faut d'abord, en tant que journaliste, redire avec Camus, au moins nous n'aurons pas menti. Faut-il cependant tout dire, tout montrer? Au moins, comme le propose Hubert Beuve-Méry, cherchons à donner une information claire, vraie et, dans toute la mesure du possible, rapide et concrète. Mais le journaliste est-il un médiateur ou un producteur de connaissances? Il faut rendre l'intelligible. Et ceci suppose de la part du journaliste une construction des faits. Ce n'est pas que la narration des faits, il y a construction des faits. C'est la démarche de l'anthropologue aussi de noter que l'observation modifie ce qui est observé. Et c'est vrai aussi dans le domaine de l'information. Il ne faut pas confondre transparence et accès à l'information. La transparence ne peut pas être une finalité, et notamment dans le domaine des médias. L'exemple de la télé-réalité montre les limites d'une forme de transparence. Et puis, il y a la pression de l'actualité, du présent immédiat, ces bâtons flottants de l'actualité dont parlait Honoré de Balzac. Enfin, avec l'émergence du storytelling, comment distinguer les faits de la fable? Parce que, d'abord, dans ce genre-là, il faut une légende, et donc il faut d'abord des héros. Pour Bernard Lecomte, dans son exercice audacieux de mettre en parallèle les pays de l'Est et le Vatican, puisque c'était sa double expérience, donc entre la langue de bois et la langue de buis, vous avez retenu cette belle expression, entre le pays du mensonge déconcertant et celui de la vérité révélée, il y a l'affirmation que tout pouvoir passe par un certain type de langage. Et là, je reviens à ce que je disais, moi, initialement sur Lewis Carroll et un petit disant que le langage, ça n'est jamais qu'un rapport de force. Et les mots disent ce que le fort veut qu'ils disent au faible. C'est un commentaire. Il y a ensuite le fait que, en dehors des pays de l'Est, en dehors du Vatican, même dans une démocratie pluraliste, nous dit-il, il y a toujours une tentation à affirmer une vérité unique. Il n'a pas parlé du langage dominant, mais on sait que ça existe. Et tout pouvoir, nous dit-il, utilise un jargon. Bon, il est bourguignon, vous le savez, moi j'avais noté in vino veritas. C'est un commentaire. Pour Hervé Seriex, beaucoup de choses à retenir, mais vous voyez, dans ma reprise de ces phrases, je me suis tenu à celles qui concernaient notre sujet. Car, évidemment, nos interlocuteurs, et c'est leur richesse, nous ont parlé aussi de beaucoup d'autres choses. Mais bien sûr, nous essaierons dans la synthèse de nous en tenir à ce qui était le fond de notre sujet. Pour Hervé Seriex, qu'est-ce que la vérité? Il reprend une interrogation de Ponce Pilate, qui ne faisait pas que se laver les mains. Et puis il nous dit que de toute façon, dans l'entreprise, on ne croit plus au discours des dirigeants. Pourquoi? Parce que les dirigés savent que les dirigeants ne savent pas. Et donc, il nous dit aussi,
avec la montée des échanges par email, en particulier dans l'entreprise entre collègues, il y a un risque, car cela évite de se friter, de se frotter à l'autre, c'est plus commode. Mais heureusement, il y a l'expérience, à condition de savoir que l'expérience est la somme des échecs assumés. Ce n'est pas très français de le reconnaître. Et puis il nous dit, le chef d'entreprise surtout ne doit pas dire tout ce qu'il va faire, mais simplement où l'on veut arriver, et surtout, qu'est-ce que chacun va gagner dans le voyage. François Chaubet, il nous a beaucoup parlé du secret, c'est un historien. Et en particulier, il a évoqué évidemment les lettres de cachet. Même si on sait depuis Montaigne la nécessité d'une forme de sincérité du langage, il n'empêche que entre le secret et la transparence, il y a un rapport ambigu. Le langage de vérité, c'est aussi pour lui un ton. Il a cité, par exemple, les causeries de Mendès France, tous les samedis à la radio, et il a beaucoup insisté sur le fait que ce n'était pas seulement le contenu, mais la manière dont ces causeries étaient faites, le vocabulaire choisi, qui en faisait peut-être le gage d'authenticité. Les discours des politiques sont un discours, nous ont-ils dit, de répétition et de ressassement. Pourquoi ? Parce que l'objectif est de faire émerger une société ou un groupe. Aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas ne pas relever la montée de l'impératif de publicité.